les titres de ce journal, l'église évangélique La Bonne Sémence a lancé son programme de jeûne. C'était le 9 octobre. Toujours en Côte d'Ivoire, gros plan sur le commerce du pain nigérian. République du Congo et Caire, les clients apprécient la reprise des vols. Ailleurs dans le monde, aux États-Unis, le guide Michelin arrive pour la première fois à Washington. Bienvenue à tous et merci de rester toujours fidèles à votre chaîne panafricaine. Débutons ce journal avec l'actualité religieuse. L'église évangélique La Bonne Sémence a lancé son programme de jeûne et de prière pour la nation ivoirienne. C'était le dimanche 9 octobre 2016. Reportage. Comme chaque année, à la même période, l'église évangélique La Bonne Sémence a organisé un grand moment de jeûne et prière pour la nation ivoirienne. C'était le dimanche 9 octobre 2016 à son siège situé dans la commune de Cocody-Angré en présence de fidèles et serviteurs de Dieu. Au nombre des articulations de ce culte spécial, des temps de louange et d'adoration suivis de la prédication pendant laquelle l'oratrice du jour a enseigné les fidèles sur l'importance du jeûne et de la prière pour les leaders politiques et religieux en s'appuyant sur le livre de Daniel au chapitre 9. Aujourd'hui, quand tu dis qu'on va prier, aujourd'hui on va se mettre là, on va aller jusqu'à 15h, 16h, on commence à minuit parce qu'on ne veut pas prier. Pourtant, chaque jour, à chaque seconde, tu ne peux que commettre des péchés, attiser de cet esprit. Mais tu ne vas pas à repentir. Alléluia. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi quand tu regardes et la poser. Quand tu regrettes, que tu comprends ça. Est-ce que Dieu est miséricordieux n'est pas pardonné? Alléluia. On nous demande de se repentir. La Côte d'Ivoire a péché. La Côte d'Ivoire c'est toi, c'est moi. Reconnaissons nos péchés. Ensuite, conduits par l'Esprit de Dieu, les fidèles ont élevé la voix pour intercéder en faveur de la Côte d'Ivoire. Au sortir de ce moment très spécial, l'un des 3 orateurs du jour a rappelé les objectifs de ce programme qui se tient chaque année. Nous voulons vraiment qui a permis que le temps soit favorable et que les autres répondent à l'appel de Dieu. Et nous voulons en même temps inviter les leaders des églises, inviter les pasteurs, les familles, les pères, les mères de famille, les autorités, n'est-ce pas, à nous emboîter le pas. Toujours en Côte d'Ivoire, cette fois en société, pain sucré ou pain nigérian, autant d'appellations pour désigner ce pain fabriqué grâce au savoir-faire nigérian et produit depuis des décennies en Côte d'Ivoire. La vente du pain nigérian en Côte d'Ivoire, source d'emploi pour de nombreux jeunes. Pain sucré ou pain nigérian, autant d'appellations pour désigner ce pain fabriqué grâce au savoir-faire nigérian et produit depuis des décennies en Côte d'Ivoire. Fait à base d'un mélange de farine, sucre, sel, lait et beurre, les prix de ce délice apprécié des populations varient entre 100 et 250 francs CFA. Je mange ce pain le matin, à midi et souvent j'en prends pour partir à la maison. C'est sucré et c'est bon surtout lorsque c'est accompagné de la loco. C'est tellement doux et c'est une fabrication nigériane qui me plaît très bien. Son processus de fabrication comporte plusieurs étapes. Passage de la farine dans le pétrisseur, lissage puis découpage de la pâte en portions adaptées aux différentes formes recherchées et puis cuisson après un léger répit pendant 40 minutes. Et l'activité semble nourrir son homme. Depuis 1993, je fabriquais le pain au Nigeria. Et en 2009, je me suis établi ici. Au début, ce n'était pas du tout facile. Mais la qualité et le sérieux dans le travail ont fait que les gens ont commencé à s'adapter et à aimer ce pain. Souvent, je peux me retrouver avec 100 000 francs, 150 000 francs, voire même 200 000 francs par jour. Je vends le pain depuis maintenant 1 an. Par jour, je peux vendre 80 pains de 250 francs. Je vends tout ce que je prends.
Je m'en sers pour nourrir ma famille. J'ai un enfant au village, je prends cet argent pour payer son école, mes habits et la maison. Le Nigeria est l'un des pays qui compte le plus de ressortissants en Côte d'Ivoire. Le pain sucré, l'un de ses symboles, contribue sans doute à l'intégration entre les deux pays. Parlons d'économie à présent. La Commission des développements de l'entrepreneuriat féminin a organisé les 6 et les 7 octobre la journée de l'entrepreneuriat féminin à cet effet pour favoriser le leadership féminin dans le monde des affaires. Montrer des modèles de réussite afin de booster le leadership de la femme entrepreneur et susciter des vocations, c'est l'ambition de la Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. La place des femmes dans l'économie n'est plus à démontrer. Cependant, les femmes leaders n'ont pas une visibilité à la hauteur de leurs actions. Les jeunes générations de femmes entrepreneurs doivent sortir leurs entreprises de l'informel. De janvier à juin 2013, sur 800 entreprises créées et recensées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, seulement 133 l'ont été par des femmes. La nouvelle génération de femmes doit s'affirmer sans complexe et ne pas se focaliser sur les difficultés d'accès au financement. Nous axons beaucoup nos efforts sur la formation, sur l'information, sur le renforcement des capacités pour que ces femmes, effectivement, puissent assurer une capacité managériale au sein de leur entreprise respective. Qu'aujourd'hui, qu'on puisse voir comment il faut booster son entreprise avec le digital, étant donné que le monde aujourd'hui est fait de connexions et de réseautage. Les femmes entrepreneurs sont encouragées à bien maîtriser leurs projets et les marchés à investir. Il n'y a pas de métier spécifique aux hommes ou aux femmes. Le tout, comme je le dis toujours, c'est de comprendre l'activité dans laquelle on se lance, de faire une bonne étude de faisabilité, de comprendre le fonctionnement de son activité, de se former, d'avoir une bonne gestion, de mettre des stratégies. Limiter les obstacles financiers, matériels et humains est impératif pour réussir. À ce niveau, le choix du secteur d'activité est primordial. C'est plus simple d'avoir une activité de service qu'une activité de produit. Parce que l'activité de produit, il faut d'abord acheter le produit, je redis encore une deuxième fois, donc besoin d'argent, et ensuite le revendre avant d'avoir des gains. Alors que les activités de service, c'est, on va dire, on vend au fait notre intelligence. La Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la CGEC va créer un centre d'incubation en partenariat avec ONU Femmes afin de disposer d'un vivier de femmes entrepreneurs. Elles seront encadrées par des mentors qui leur feront bénéficier de leur expérience managériale. Les Congolais ont été satisfaits par la reprise des vols domestiques d'Equatorial Congo, Airlines et Caire entre Brazzaville et Pointe-Noire et entre Brazzaville et Paris depuis le 3 octobre 2016, après 3 mois d'absence dans les airs pour la révision de ces appareils. Les passagers des Caire volent à nouveau avec leur compagnie depuis le 3 octobre 2016, date de la reprise des vols domestiques entre Brazzaville et Pointe-Noire. Même si l'attente a été longue, ils ont exprimé leur joie et surtout témoigné le confort retrouvé dans ces appareils qui répondent aux exigences internationales. La reprise des Caire sur Pointe-Noire et Brazzaville, j'ai été relativement heureux parce que souvent quand je fais mes navettes avec Caire, je me sens à l'aise. J'ai apprécié la reprise des vols d'Caire. Avant, quand vous avez arrêté, Caire nous a manqué. Brazzaville et Pointe-Noire sont les deux plus grandes capitales du pays. Deux centres d'affaires dont l'affluence des passagers pourrait avoir un impact sur les performances économiques du pays. La reprise des vols domestiques entre Brazzaville et Pointe-Noire est une excellente nouvelle pour l'économie. C'est une nouvelle attendue par les Ponténégrins, par les Brazzavillois, mais aussi par les touristes. Caire assure les rotations entre Brazzaville et Pointe-Noire grâce à 2 avions. Afin de répondre à la demande croissante des passagers, une 3e ligne hebdomadaire a été ouverte sur Paris. Nous desservions Paris le vendredi et le dimanche. Et donc depuis le 4 octobre, nous avons rajouté une rotation supplémentaire le mardi. Cela nous permet d'avoir aussi un afflux de passagers pour ensuite partir sur nos lignes régionales. Caire dessert une dizaine de destinations en partant de Brazzaville. Parmi elles, Kinshasa, Libreville, Douala, Paris, Cotonou, Bamako, Dubaï, Bruxelles et Dakar. Notons que les opérations de maintenance des appareils de la compagnie ne sont pas encore terminées, mais Caire poursuit son objectif de devenir le numéro 1 dans la sous-région.
Après une semaine de violence, l'Éthiopie déclare l'état d'urgence pour 6 mois. Une décision sans précédent depuis 25 ans puisqu'elle concerne l'ensemble du territoire. Un mouvement de contestation mené par la communauté Oromo. Après une semaine d'âpres violences, l'Éthiopie déclare l'état d'urgence pour 6 mois. Une décision sans précédent depuis 25 ans, puisqu'elle concerne l'ensemble du territoire. Les communautés Oromo et Amhara mènent un mouvement de contestation contre le gouvernement depuis plusieurs mois. La répression aurait fait des centaines de morts, d'après des organisations de défense des droits de l'homme. Des éléments belliqueux en collaboration avec les ennemis extérieurs de l'Éthiopie travaillent ensemble pour déstabiliser le pays, a déclaré le Premier ministre pour justifier la mesure. Depuis une semaine, des bâtiments publics et des entreprises étrangères ont été visés dans le centre et l'ouest du pays et jusque dans la périphérie d'Addis Abeba. L'état d'urgence, ce n'est pas la solution à long terme. Cela ne peut être qu'une solution temporaire, dit cet habitant de la capitale éthiopienne. Pour cet homme, le gouvernement aurait dû prendre cette décision bien plus tôt. Cela aurait évité les destructions qui se sont produites dans le pays, dit-il. Majoritaires en Éthiopie, les communautés Oromo et Amhara s'estiment marginalisées par le gouvernement et dépossédées de leurs terres par les entreprises étrangères. Le regain de violence de ces derniers jours fait suite à une bousculade meurtrière provoquée par des tirs de gaz lacrymogène de la police au cours d'un festival religieux Oromo il y a une semaine. 55 personnes étaient décédées. Mort ce samedi de l'ex-chef de rébellion Touareg au Mali, Cheikh Aoussa, tué dans une explosion à Kidal. La nouvelle de sa mort a été confirmée par la coordination des mouvements de l'Azawad qui contrôle la localité. Selon nos sources, sa voiture aurait sauté sur une mine, mais cette thèse est cependant loin de faire l'unanimité. La mort du chef militaire de l'ex-rébellion Touareg au Mali. Cheikh Aoussa a été tué samedi dans une explosion à Kidal. La nouvelle a été confirmée par la coordination des mouvements de l'Azawad qui contrôle la localité. Sa voiture aurait sauté sur une mine, mais la thèse est loin de faire l'unanimité. Nous tenions une réunion avec la MINUSMA et Barkhane. Je conduisais la voiture quand nous avons quitté le camp. Puis, en face du camp, je suis allé dans ma voiture. Nous nous sommes arrêtés pour la prière. Nous étions dans 4 voitures. Habib était en avant, puis Hassan Fagaga et moi. Il était le dernier du convoi et parlait au téléphone. Une fois qu'il est arrivé ici, j'ai vu sa voiture exploser. L'explosion s'est produite pendant qu'il roulait. L'engin était dans et non sous la voiture. Cheikh Aoussa était la 2e personnalité du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad après un passage au sein du groupe en sardine entre 2012 et 2013. Le Kenya va vendre une obligation d'infrastructure de 15 ans pour lever jusqu'à 296 millions de dollars ce mois-ci pour financer des projets routiers, hydrauliques et énergétiques, a déclaré la Banque centrale kenyane ce dimanche. Le Kenya va vendre une obligation d'infrastructure de 15 ans pour lever jusqu'à 296 millions de dollars ce mois-ci pour financer des projets routiers, hydrauliques et énergétiques, a déclaré la Banque centrale kenyane ce dimanche. La banque a aussi annoncé dans un journal que l'obligation aura un bond de 12%. L'appel d'offres s'étend jusqu'au 18 octobre et les enchères jusqu'au 19 octobre. Environ 5 560 milliards de shillings, soit environ 54 milliards et demi de dollars d'investissement dans le développement des infrastructures sont prévus pour le Kenya. Mais la majorité de cette somme sera consacrée aux télécommunications et aux infrastructures de production d'énergie. L'investissement du Kenya pour son PIB est passé de 18% en 2000 à 22,4% en 2014, avant de reculer à 21,2% l'année dernière. Mais il devrait augmenter pour arriver à 22,5% cette année. Les indicateurs d'infrastructure du pays demeurent en deçà des niveaux observés dans les pays à revenus intermédiaires en Afrique, comme en Égypte ou encore au Nigeria. Or, pour certains analystes, mettre les infrastructures au niveau des pays à revenus intermédiaires de la région pourrait stimuler la croissance annuelle au Kenya de plus de 3 points. Un mot de santé dans cette édition. Le cas de choléra se multiplie dans les localités du sud-ouest de l'île, dévastées par l'ouragan Matthew, comme ici à Port-à-Piment. L'hôpital accueille de plus en plus de patients souffrant de cette maladie, mais manque cruellement de moyens.
La menace du choléra se renforce en Haïti une semaine après le passage de Matthew. Les cas se multiplient dans les localités du sud-ouest de l'île, dévastées par l'ouragan, comme ici à Port-à-Piment. L'hôpital accueille de plus en plus de patients souffrant de cette maladie, mais manque cruellement de moyens. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de l'eau. Nous avons besoin de trouver de l'eau pour tenter de diminuer le nombre de cas de choléra. Nous avons besoin de traitements de réhydratation et tablettes de purification d'eau pour sauver la vie de ces gens. Désolé, la même. Une recrudescence de l'épidémie pourrait encore alourdir le bilan des victimes. Plus de 1000 personnes ont été tuées. Les rescapés, eux, sont démunis. Je suis pêcheur. Il n'y a que des pêcheurs et des commerçants dans ce coin. Nous avons tout perdu. Nous n'avons plus rien. Les maisons n'étaient pas solides, elles se sont effondrées. Nous n'avons nulle part où aller. La quête d'eau potable et de nourriture est la priorité. Selon un coordonnateur humanitaire de l'ONU, près d'1 million de personnes ont besoin en urgence d'aide médicale et alimentaire. Outre l'épidémie de choléra, les craintes concernent les conséquences à long terme de la destruction des plantations agricoles. Les premières livraisons d'aide humanitaire sont arrivées ce week-end. Ailleurs dans le monde, plus précisément aux États-Unis, la même question agite tous les grands restaurants de Washington depuis l'annonce en mai de la parution à venir du premier guide Michelin dédié à la capitale américaine. Qui va décrocher une étoile? Cette prestigieuse distinction illustre le renouveau de la capitale américaine. Washington est plus connu pour ses intrigues politiques que pour sa gastronomie. Et pourtant, dans quelques jours, la capitale américaine va rejoindre les rangs des destinations culinaires prisées, comme Paris, Londres ou Tokyo. Le premier guide Michelin consacré à Washington sortira cette fin d'année. Et ce n'est que la 4e ville américaine à se voir gratifiée de cette prestigieuse reconnaissance, avec New York, Chicago et San Francisco. Nous avons particulièrement remarqué que ces 5 dernières années, un nombre important de chefs sont arrivés. Ils ont ramené de nouveaux types de produits, de nouveaux types d'assaisonnement, de nouvelles techniques de cuisine. Ils ont fait de Washington une des scènes culinaires les plus intéressantes des États-Unis. Ashok Bajaj est le propriétaire de 9 restaurants à Washington, dont l'Oval Room situé à 2 pas de la Maison-Blanche. À sa table ont déjà dîné les pontes de la politique internationale. Hillary Clinton, Madeleine Albright, Nelson Mandela et bien d'autres. Que le guide Michelin nous mette en avant en faisant un guide de nos restaurants, cela veut dire beaucoup pour les restaurateurs. Cela montre que nous avons fait beaucoup de chemin. Nous sommes parvenus à un certain niveau dans les restaurants de la ville. Introduit en 1900, le guide Michelin couvre 27 pays mais seulement 9 villes, hormis Washington. Parmi les grands favoris pour figurer dans le nouveau guide, le chef Aaron Silverman. Devant ses restaurants, les files d'attente prouvent son succès. Mais pour Silverman, l'arrivée de ces étoiles tant convoitées ne crée pas de compétition entre les chefs. Je pense que tout le monde est très impatient de voir ce qu'il va se passer, mais je ne pense pas qu'il y ait de l'amertume ou des gens mécontents à cause de cela. Cette ville n'est pas comme ça. Washington s'imposera-t-elle en incontournable de la gastronomie? Pour certaines papilles avisées, elle doit encore faire ses preuves. Je crois qu'on n'y est pas encore, mais dans les 5 prochaines années, surtout avec l'arrivée du Michelin et de toute son influence, je pense qu'on va beaucoup parler de la ville, de la même manière qu'on parle de Chicago ou de San Francisco. Pendant des mois, les inspecteurs du Michelin ont parcouru en secret les restaurants de la ville, mais il faudra attendre quelques jours pour découvrir les recommandations du nouveau guide. Toujours aux États-Unis, la dynamique électorale reste lundi en faveur d'Hillary Clinton au lendemain du deuxième débat contre Donald Trump, un affrontement unique dans l'histoire présidentielle américaine. Qui sont Hillary Clinton et Donald Trump? Vidéographie. La candidate démocrate à la présidentielle Hillary Rodham Clinton, 68 ans, est de la même génération que son rival républicain Donald Trump, 70 ans, et tous deux viennent de New York. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. Avocate diplômée de Yale, Hillary Clinton a été secrétaire d'État. Mariée à l'ex-président Bill Clinton, elle a déjà occupé la Maison-Blanche en tant que première dame et compte plus de 30 ans d'expérience en politique. Diplômé d'école de commerce, Donald Trump est un mania de l'immobilier et une star provocatrice de la télé-réalité.
Il n'a pas le pédigré politique d'Hillary Clinton, mais il est devenu un champion de la scène médiatique. Politiquement, les deux rivaux sont aux antipodes. Hillary Clinton veut introduire une réforme globale de l'immigration pour protéger les familles. Elle souhaite mettre fin aux expulsions des personnes arrivées récemment, sauf si elles ont un passé criminel ou constituent une menace pour la sécurité nationale. Donald Trump préconise la construction d'un mur le long de la frontière sud, payé par le Mexique. Il veut aussi abolir l'obtention de la citoyenneté par droit du sol, bloquer l'immigration et interdire à tous les musulmans d'entrer aux États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Hillary Clinton s'est engagée à mettre un terme à l'épidémie de violence par arme à feu. Elle prône une vérification approfondie des antécédents des acquéreurs, une limitation du type d'acheteur et la disparition des armes militaires des rues. Pour Trump, le droit de chacun à conserver et porter des armes est non négociable. Les détenteurs d'armes devraient être autorisés par la loi à se défendre. Hillary Clinton est une personnalité bien connue avec un programme politique solide et qui soutient depuis toujours les femmes, les enfants et les minorités. Donald Trump est un anticonformiste qui veut bousculer l'ordre établi. Ses prises de position peu orthodoxes attirent beaucoup d'électeurs. Hillary Clinton a utilisé une boîte mail non sécurisée et personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État, ce qui a entaché sa réputation. Donald Trump est imprévisible. Il a été accusé de surévaluer le succès de ses affaires et de pratiquer une médisance sans précédent pour vaincre ses rivaux. En Asie, une analyse publiée dimanche de récentes images satellites d'un site de lancement laisse penser que la Corée du Nord pourrait s'apprêter à mener un nouvel essai nucléaire ou à lancer un missile de longue portée. La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire, suivant cette vidéographie. La Corée du Nord revendique le statut de puissance nucléaire. Elle affirme avoir fait d'importants progrès, en particulier dans le développement d'une arme atomique embarquée dans un missile balistique intercontinental. Le pays est soupçonné de détenir déjà suffisamment de matériaux fissiles pour la fabrication de plus d'une douzaine d'armes atomiques. Depuis 2006, il a procédé à plusieurs essais nucléaires de plus en plus puissants. En septembre 2016, Pyongyang a affirmé avoir réussi à tester une tête nucléaire susceptible d'équiper un missile. Le régime communiste travaille à ces missiles depuis plus de 30 ans. En 1984, Pyongyang teste une version du Scud-B soviétique dotée d'un rayon d'action de 300 km. Puis le pays améliore la portée de ses missiles, 1300 km pour le Rodong 1, et en 1998, un Taepodong 1 survole le Japon avant de s'abîmer dans le Pacifique. Après un moratoire de plus de 5 ans sur les tirs de missiles longue portée, le pays mène en 2006 une série d'essais tous ratés, dont un Taepodong 2 censé pouvoir atteindre l'Alaska. D'autres échecs suivent jusqu'au succès en 2012 du tir d'une fusée Una 3 d'une portée de 6000 à 9000 km qui réussit à placer un satellite en orbite. En janvier 2016, la Corée du Nord affirme avoir testé une bombe H. Un mois plus tard, elle place en orbite un nouveau satellite grâce à un tir de fusée condamné comme un test de missile balistique déguisé. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés avec Blessing Channel. À bientôt.